Bonjour. Bonjour à tous. Donc, juste pour me présenter 2 minutes, donc, je m'appelle Lionel Régis Constant, je représente une association qui s'appelle Neonedia, qui est une association qui essaie de parler d'éthique et d'intelligence artificielle et basée à Nantes. Je vais faire une petite conférence, 25 minutes, c'est un petit peu court pour parler d'un sujet aussi large, mais bon, je vais essayer de synthétiser au maximum. Disons que j'ai un profil un petit peu atypique, puisqu'en fait, j'ai pas du tout, je suis consultant donc en IA générative, mais j'ai pas du tout étudié l'informatique, j'ai étudié la géopolitique, justement, pendant plusieurs années. Et donc, ça a toujours été un petit peu ma passion. Et on voit que l'IA devient de plus en plus importante dans notre monde, à un tel point qu'elle commence à avoir vraiment un impact direct sur les relations internationales. Donc, j'ai essayé de vous faire une petite présentation sur ce sujet. D'abord, pour introduire, on est en train de sortir d'un monde qui était bipolaire, qui était finalement assez facile à lire, où il y avait une opposition entre deux blocs qui étaient militairement à peu près égaux, et qui étaient régis par une loi qui était l'équilibre nucléaire. Donc finalement, les rapports de force étaient finalement assez faciles à lire, et on pouvait donc interpréter les choses à l'aune de la stratégie de chacun des pays. Mais en 1991, avec l'écroulement de l'URSS, on a vu donc une nouvelle période dans laquelle un certain nombre d'analystes libéraux espéraient que la démocratie et le marché allaient pouvoir dominer le monde et on allait rentrer dans un nouvel ordre international. Même s'il y a beaucoup d'analystes qui pensent maintenant, je suis un petit peu de cet avis d'ailleurs, que la guerre froide ne s'est jamais complètement terminée. En matière de géopolitique, il y a une certaine profession qui doit avoir des visions assez réalistes des rapports de force. C'est les dictateurs. Donc je reprends cette citation de Vladimir Poutine, le leader en intelligence artificielle dominera le monde. C'est pour montrer à quel point, c'est d'ailleurs une citation de 2017, donc qui revient avant la vague donc, de la hype de l'IA générative. Tout ça pour montrer que en fait, l'IA était déjà en fait, présente à l'esprit en fait, de la plupart des leaders politiques, était déjà donc, un enjeu de géopolitique. Donc maintenant, on est dans une situation qui est beaucoup plus instable, avec évidemment l'arrivée d'un nouvel acteur, c'est l'apparition de la Chine. La Chine devrait devenir le pays avec le plus fort taux de PIB, je crois, d'ici 2 ans. La deuxième population mondiale. Également la multiplication des guerres chaudes et des cyberattaques. Les guerres chaudes en ce moment, c'est pas vraiment ce qui manque, mais ce qui est en constante augmentation, c'est vraiment les attaques sur les infrastructures informatiques et la manière dont l'IA va jouer un rôle de plus en plus important dans ces attaques, que ce soit des attaques faites à base de contenu ou des attaques directes sur des systèmes de sécurité. On a vu par exemple aussi pas mal d'attaques sur des infrastructures énergétiques, sur des hôpitaux, sur des grandes entreprises privées avec des fuites énormes de données. Et l'IA joue un rôle de plus en plus important là-dessus. Un autre facteur qui est assez fondamental, c'est la crise de la mondialisation. La mondialisation, en fait, a été extrêmement profitable pendant très longtemps aux pays les plus pauvres. On leur a fait le discours comme quoi, en se spécialisant sur un certain nombre de services ou d'industries, ils pouvaient gagner de l'argent. C'est ce qui s'est passé. En fait, un certain nombre une part assez importante de la population est sortie la très grande pauvreté. Le mouvement est un petit peu en train de s'inverser en ce moment, surtout avec l'apparition avec la multiplication des guerres. Mais en tout cas, il y a eu un effet de bord assez important sur la mondialisation, c'est qu'il y a eu un accroissement des inégalités dans les pays développés qui est de plus en plus importante. Il y a donc de nombreuses industries qui sont parties donc, dans des pays tiers. Et il y a vraiment un sentiment assez général de la population d'avoir une certaine forme de déclassement, qu'il y a de moins en moins en fait, d'opportunités de croissance. Et donc cette mondialisation a eu vraiment des effets extrêmement importants et assez négatifs pour une partie de la population dans les pays industrialisés. Et puis ensuite, ce qui est un peu nouveau dans la situation aussi, c'est l'essor de nouveaux acteurs. Donc comme on est passé à un monde qui est un peu plus unipolaire, qui est dominé par la puissance militaire américaine, il y a eu de plus en plus de pays qui justement, avec cette mondialisation, ont acquis une certaine richesse, qui ont vu une classe moyenne qui est de plus en plus éduquée, et qui s'est rendu compte de ses propres forces. On peut parler par exemple de l'Arabie Saoudite, on peut parler de la Turquie.
La Turquie qui est un exemple assez intéressant, qui est à la fois un membre de l'OTAN, mais en même temps qui joue un rôle assez ambigu au Proche-Orient en tant qu'un peu pays qui va défendre les pays sunnites, qui va être aussi également proche de la Russie, avec lequel elle a des liens qui sont très anciens et qui défend ses intérêts en Syrie. Donc la situation est assez complexe, mais il y a vraiment une multiplication des nouveaux acteurs. Il y a également les pays du Golfe qui sont assez intéressants. Puis on voit aussi que l'organisation, qui est un petit peu une espèce d'alternative au G7, l'organisation des BRICS, ne fait que se renforcer, même si cette organisation est finalement assez disparate, avec des acteurs qui ont souvent des intérêts qui peuvent être contraires. En tout cas, une remise en cause vraiment de ce monde traditionnel dominé vraiment par les États-Unis. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment, dernièrement, c'est cette constante accélération de l'IA, qui est également, donc les facteurs de cette accélération deviennent eux-mêmes des enjeux politiques. Le premier, c'est la focalisation totale des acteurs de l'IA sur les capacités de calcul. Donc on nous a bien montré que particulièrement les Large Language Models, les LLM, ont des capacités de plus en plus accrues lorsque l'entraînement acquiert à la fois des masses de données qui sont de plus en plus considérables, mais également, dû à l'architecture des réseaux de neurones, il faut des puissances de calcul qui sont de plus en plus considérables également. D'où l'impact en fait de ces puissances de calcul, de ces data centers. Dernièrement, voilà, il y a Elon Musk avec Grok qui a construit le plus gros data center du monde, avec des capacités de calcul qui sont assez immenses. Et donc cette capacité de calcul devient elle-même un enjeu géopolitique. On en parlait un petit peu avec la situation de Taïwan. Elle est rendue d'autant plus facile que voilà, avec la nouvelle architecture des GPU, on n'est pas justement sur des processus qui sont très complexes, mais c'est des processus qu'on peut paralyser, d'où l'intérêt de ces cartes graphiques. Amélioration des algorithmes, la division du travail entre architecture et production, ça c'est quelque chose qui est assez important. La plupart des gens pensent par exemple que Nvidia fabrique leurs propres puces. Non, Nvidia, tout ce qu'ils font, c'est créer l'architecture de ces puces. Et ces puces sont fabriquées par TSMC, qui fabrique environ 85% de toutes les puces qui sont avec les technologies les plus modernes. Et puis les capacités croissantes du financement. On pense que les États-Unis ont un avantage qui est déterminant au niveau du financement de l'IA. Mais en fait, au niveau de la Chine, par exemple, il y a des financements qui sont absolument énormes. Ces financements qui sont généralement faits par des entreprises qui sont donc directement sous le contrôle du gouvernement. Il y a également aussi pas mal de perméabilité entre le budget militaire et le budget de développement de l'IA, qui est exactement la même stratégie que les États-Unis, qui ont un organisme qui s'appelle le DARPA, qui fait la liaison entre le complexe militaro-industriel, la recherche universitaire et les grandes entreprises américaines. Ainsi, on voit dans un certain nombre de villes chinoises vraiment cette perméabilité en fait, entre toutes ces institutions, avec des conditions de financement qui sont assez gigantesques. Et puis le dernier facteur, c'est l'augmentation des données synthétiques. Alors, il y a eu voilà, tout un débat comme quoi l'IA avait de moins en moins de data disponible. Cette barrière est en train vraiment d'être franchie avec l'amélioration justement des données synthétiques et de tout ce qu'elle peut enrichir au niveau des performances d'un modèle. Quand je parle du rôle ambigu de l'open source, je ne parle pas de la nouvelle coupe de Mark Zuckerberg, que je trouve assez spectaculaire quand même. C'est que voilà, traditionnellement, l'open source a toujours été vraiment un outil de liberté, un outil de choix, un outil qui permet également d'améliorer l'intelligence collective. Et là, il y a des vraies questions qui se posent sur l'essor de l'open source et de l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de choses, je pense que le débat il n'est pas du tout réglé, un certain nombre de personnes qui pensent que plus les modèles vont acquérir de la puissance, puis ces modèles vont pouvoir être éventuellement dangereux. Donc le discours de Zuckerberg, qui est assez intéressant, qui était devenu qui est à nouveau un personnage cool dans la Silicon Valley, c'est que l'open source va justement pouvoir créer cet équilibre de ne pas laisser en fait entièrement le pouvoir aux GAFAM et aux très grandes entreprises. Et ça va permettre donc aux individus, aux petites organisations de pouvoir acquérir eux-mêmes des modèles et donc d'avoir un certain équilibre en matière de puissance. Par contre, il y a un argument contraire qui dit que l'open source, si les modèles commencent à devenir assez puissants, on pourrait imaginer qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont vouloir, ça peut être des organisations criminelles ou voire des organisations terroristes qui pourraient créer des choses
qui aurait un impact très très négatif avec des modèles open source. En tout cas, c'est un vrai enjeu de géopolitique qui pour l'instant n'est pas du tout réglé, mais il y a un débat qui est également à ce niveau-là. L'IA, c'est d'abord une histoire d'argent. L'impact économique va être de plus en plus gigantesque. Pour l'instant, on est un petit peu au sommet de la courbe de la hype de Gartner. On a vu qu'en 2023, tout le monde parlait de l'IA, ça allait révolutionner, tout le monde allait avoir des taux de productivité de plus de 250%. On est en train d'en revenir pour plein de raisons qui sont assez complexes. Souvent, c'est dû à la structure même des organisations, au fait que la data n'est pas toujours de bonne qualité, etc. Mais on voit quand même qu'avec l'augmentation de la capacité de ces modèles de langage, on peut imaginer de toute façon qu'il va y avoir une énorme création de richesse. L'une des questions étant la manière dont cette richesse va être redistribuée. Et donc, cet accroissement de la richesse va également, si elle suit le même pattern que maintenant, créer un accroissement également des inégalités, ce qui va créer des tensions géopolitiques qu'on commence déjà à voir de plus en plus dans nos pays. Et puis évidemment, l'IA, c'est l'impact militaire. On a vu dernièrement que, par exemple, les Israéliens ont utilisé l'IA pour cibler un certain nombre de responsables du Hamas. On voit qu'il y a là une dronisation de la guerre, de plus en plus de systèmes autonomes, de plus en plus de robots qui sont utilisés. On voit que les missiles commencent à embarquer aussi certaines formes d'IA. On est en train un petit peu de passer la ligne rouge de pas mal de chercheurs qui étaient toujours que lorsqu'on a une arme dite intelligente, ce qui était absolument nécessaire, c'est qu'à la fin, l'humain soit celui qui appuie sur le bouton et qui dise « Ok, je veux déclencher la destruction de tel ou tel objectif ». On commence maintenant à avoir de plus en plus d'armes qui deviennent autonomes et là, on arrive sur une pente qui est assez dangereuse. Et puis le dernier impact, qui n'est pas le plus important, c'est le moins important, pardon, c'est l'impact politique. C'est assez bien documenté, l'impact des réseaux sociaux qui a créé en fait une forte segmentation de la société avec des phénomènes de silos ou des chambres d'écho. Donc c'est-à-dire que lorsque je crois que Facebook, avec 3 likes, ils ont 95% de chances de situer votre positionnement politique. Donc avec les masses de données en fait qui sont disponibles, il est assez facile donc de segmenter la population, d'envoyer donc des messages qui sont extrêmement customisés, que ce soit sur Facebook, Twitter ou d'autres plateformes, et donc d'avoir ce phénomène en fait où les gens en fait n'ont accès finalement qu'à une forme de message qui va en fait ne faire que renforcer leurs opinions. Et d'une manière assez intéressante, parmi les premières personnes qui ont travaillé sur les algorithmes des réseaux sociaux, il y a eu pas mal de gens qui étaient des spécialistes en neuropsychologie et donc qui ont montré que le sentiment qui est le plus rapide à créer chez un être humain et qui crée le maximum d'engagement, c'est la colère. Donc si on veut créer un maximum de colère chez les gens, ce qui est intéressant, c'est pas de montrer forcément en fait des avis qui soient assez constructifs. Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer des choses qui sont rapides, qui sont bien focalisées sur leur centre d'intérêt et sur la manière dont ils ont été segmentés. Et tout ça, ça a créé des bulles et des chambres d'écho qui sont de plus en plus importantes, qui remettent vraiment en considération, qui ont des vrais impacts sur la démocratie. Et l'IA, donc en tant que, surtout l'IA générative, qui est vraiment une technologie qui est spécialisée pour créer du contenu, qui peut donc créer du contenu à la chaîne, du contenu qui va être de plus en plus customisé. On est en train de voir des vidéos maintenant. Il y a le phénomène également des deepfakes. Devient vraiment une vraie arme géopolitique pour les États. On a vu ça pas mal avec la Russie, qui a eu des fermes de trolls qui sont extrêmement bien documentées. Également en Corée du Nord, qui ont un petit peu la même type de stratégie avec l'utilisation de l'IA pour créer du contenu et déstabiliser les acteurs démocratiques. Parler un petit peu de la Chine, assez rapidement, il ne reste plus qu'une dizaine de minutes. Ce qui est intéressant dans l'affrontement direct de la Chine, c'est un petit peu d'expliquer pourquoi est-ce qu'au fond, les États-Unis et la Chine
sont en opposition. Il y a plusieurs écoles en géopolitique. L'une des écoles qui en ce moment a le plus le vent en poupe, c'est l'école réaliste. L'école réaliste a le principe que les relations internationales, au départ, l'état naturel des relations internationales, c'est l'anarchie, c'est le chaos. On va établir un certain nombre d'institutions internationales qui vont essayer de régir plus ou moins ce chaos. Mais l'idée des États, c'est avant tout dès qu'ils ont une opportunité d'acquérir de la puissance, ils vont sauter sur cette opportunité. Pourquoi ? Parce que tout le long de l'histoire, on a vu des États qui sont apparus, mais il y a également des États qui ont disparu. Et le rôle premier de l'État, c'est de survivre. Et donc, lorsque cet État a l'opportunité de pouvoir acquérir plus de pouvoir et plus de ressources, il va sauter sur l'occasion. Donc, ça serait par exemple l'analyse géopolitique de la guerre en Ukraine. C'est simplement une analyse de Vladimir Poutine à froid, voyant que les États-Unis, avec Donald Trump, avaient des tendances de plus en plus isolationnistes et que l'Europe étant divisée, l'Europe n'ayant pas une armée commune, l'Europe étant faible, comme il le pensait, il était relativement facile de s'emparer de Kiev. Bon, la suite lui a donné tort, mais c'était en tout cas une analyse vraiment à froid. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que les infrastructures entre la Chine et donc la Chine et les États-Unis cherchent avant tout à acquérir un maximum de ressources. Lorsqu'on regarde un petit peu la géographie de la Chine, j'en parlerai un tout petit peu après, la Chine a absolument besoin d'ouverture vers le commerce international. La Chine a besoin de nourriture, elle n'est pas capable de nourrir toute sa population, donc elle est obligée de faire des imports massifs pour un certain nombre de denrées alimentaires. Et toute sa croissance est basée sur l'exportation. Donc elle a vraiment besoin d'avoir cet accès à la mer. Et elle est finalement assez loin des marchés dominants. Son premier client, les États-Unis, sont loin. L'Europe est encore plus loin. Et donc elle a vraiment besoin d'avoir cet accès à la mer. Et donc la Chine a développé une structure Internet qui est plutôt basée sur une infrastructure locale avec des acteurs locaux, tandis que les États-Unis, c'est vraiment des acteurs privés avec des tendances qui sont globales. Donc la recherche de la Chine, avant tout, c'est le maintien au pouvoir du Parti communiste. C'est son premier objectif. La politique américaine, elle est plus sur une recherche de croissance pour continuer à avoir un certain pouvoir. Donc là, j'ai parlé un petit peu de la position géographique de la Chine. Et on voit que Taïwan, il a un double rôle. Non seulement c'est un espèce de, comme on dit, certaines personnes l'appellent le porte-avions de la mer du Chine. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on contrôle Taïwan, on a un accès direct en fait à la côte est chinoise, là où la très grande majorité de la Chine produit ses richesses. Donc là, on voit avec des étoiles toutes les positions des bases américaines. Donc si on recule un petit peu et qu'on s'imagine en tant que dirigeant chinois, c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu entouré par les Américains et de se dire que Taïwan, donc pour tout un tas de raisons qui seraient un petit peu longues à expliquer, a une position géostratégique militaire qui est extrêmement important. Et donc, l'une des insistances vraiment de la Chine de récupérer Taïwan, c'est essayer de briser un petit peu cette première ligne d'étoiles, qui est un petit peu la première ligne que la Chine considère comme une ligne agressive plutôt que défensive envers elle-même. Et puis donc, évidemment, le deuxième intérêt stratégique de Taïwan, c'est la production des puces. La production des puces, actuellement, il y a d'autres acteurs que Taïwan, mais Taïwan est quand même l'acteur le plus important dans la production des GPU. Et TSMC, en fait, c'est un environnement qui est tout petit à Taïwan. Hein, c'est juste une ville avec des énormes usines. Mais voilà, je crois que TSMC, à eux seuls, ils font 30 ou 40% du PIB de Taïwan. Et donc, ils ont vraiment cet intérêt géostratégique absolument essentiel de pouvoir assurer l'essor futur de l'IA, surtout à un moment où on recherche de plus en plus de puissance de calcul. Ce qui est par contre intéressant et complexe avec la relation entre la Chine et les États-Unis, c'est vraiment cette relation de codépendance. C'est d'ailleurs ce qui donne un petit peu d'espoir sur les relations internationales, c'est qu'à la fois ce sont des ennemis déclarés et en même temps la Chine, son premier marché sont les États-Unis. Et surtout, l'intérêt de la Chine pour les États-Unis, c'est que la Chine achète des bons du Trésor américain. Donc pour simplifier un peu la chose, ce sont les retraités chinois qui achètent la dette américaine. Sans la Chine, si la Chine décidait de vendre du jour au lendemain tous ses bons du Trésor, l'économie américaine s'écroulerait.
Et en même temps, pour les Américains, c'est extrêmement important d'avoir accès au marché chinois, de pouvoir faire produire énormément de choses en Chine à bas coût, etc. Donc c'est vraiment une relation de codépendance qui fait que cet affrontement va être complètement différent de l'affrontement qu'on avait vu entre l'URSS à l'époque et les États-Unis. Il y avait assez peu d'échanges économiques. Là, il y a des échanges économiques qui sont extrêmement importants et qui sont d'ailleurs toujours en accélération. Pour faire une conclusion, je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, les 3 attributs de la géopolitique, c'est la puissance. La puissance, c'est à la fois la puissance économique et la puissance militaire. C'est vraiment les 2 attributs traditionnels donc, de la géopolitique. Donc chaque État va essayer d'avoir le maximum de puissance économique et le maximum de puissance militaire. Le deuxième attribut, c'est le récit, c'est-à-dire la manière en fait, dont l'État va se définir lui-même, quel est le récit qu'il va vendre à sa population et quel est le récit qu'il va également vendre à l'extérieur. On peut parler par exemple d'un certain nombre de pays comme la Corée du Sud qui a un récit par exemple externe qui est basé beaucoup sur son soft power. Il y a énormément de choses coréennes qui sont à la mode, etc. Tout. Voilà, par exemple, ça c'est une vraie stratégie géopolitique. Il va y avoir d'autres types de récits, hein, comme le récit de la Russie, par exemple, qui explique que ce sont eux qui sont là pour défendre les chrétiens d'Orient, ce sont également les défenseurs de l'orthodoxe, que les pays de l'Ouest sont dégénérés, etc. Donc tout ça, c'est cette forme de récit, la manière dont il va être mis en interne et en externe, ce sont des vrais attributs de la géopolitique. Et le dernier attribut, c'est la géographie. Donc généralement, la géopolitique d'un pays va être largement déterminée. Napoléon disait la géopolitique, c'est la géographie. Donc, par exemple, quand on reprend l'exemple de la Russie, entre l'Oural et la France, en gros, qui est le plus à l'ouest de l'Europe, il n'y a que de la plaine. Il y a très très peu de barrières naturelles. Il y a quelques fleuves, mais qui sont finalement assez faciles à traverser. Donc la vision des Russes, c'est qu'en fait, ils sont face à une énorme plaine avec un bloc qui est ennemi, qui fait que avancer avec l'extension de l'OTAN, et que l'une des manières pour eux de se protéger, c'est de conquérir donc des pays qui sont limitrophes et de pouvoir constituer leurs propres barrières. Donc ça, c'est la vision qui est impériale de la Russie, qui existe depuis le XVIIIe siècle. Donc, pour reprendre ça en conclusion, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit ces 3 attributs donc, sont généralement été réservés donc, aux États. Et là, pour la première fois, avec l'apparition des plateformes numériques et de l'intelligence artificielle, on a à la fois un attribut qui va pouvoir avoir un vrai attribut de puissance. On voit que l'IA va pouvoir décupler un certain nombre de choses d'une manière économique, qui va pouvoir aussi décupler la puissance militaire. C'est aussi également un outil qui est extrêmement puissant pour amplifier le récit national. Mais c'est aussi finalement le seul outil qui n'a pas de limite géographique. Par définition, l'IA n'a pas de frontières. Et ce qui est intéressant, c'est donc ma dernière slide, dont j'ai mis un extrait du congrès de Westphalie en 1648, qui est un petit peu basé comme un peu considéré comme la base des relations internationales, où on a enfin admis que les États sont souverains et que lorsqu'il y a des guerres, c'est quand même plus intéressant de s'asseoir ensemble, de faire des traités, de reconnaître les frontières. Et c'est peut-être justement cette base qui est en train d'éclater en ce moment, où lorsqu'on a pour la première fois un acteur qui n'est pas un acteur étatique, mais qui est un acteur privé. Et c'est ça la grande différence entre l'IA en Chine et l'IA américaine, c'est que l'IA chinoise, elle est strictement basée en fait sur l'utilisation que l'État va en faire, une utilisation généralement pour contrôler sa population, mais pour également accroître sa richesse. Tandis qu'aux États-Unis, l'IA est aux mains en fait des industries privées. Et donc on a des acteurs privés qui sont capables de pouvoir avoir une puissance globale. Et donc il va être absolument nécessaire, et c'est déjà un processus qui est en cours, que l'État puisse contrôler ces entreprises. Je ne sais pas si vous avez vu dans la sortie du dernier modèle de ChatGPT qu'ils disaient clairement sur leur site internet qu'ils avaient parlé au FBI, ils avaient parlé aux services de sécurité américains, et que donc le gouvernement des États-Unis a décidé de prendre une place beaucoup plus active
dans le contrôle de l'IA pour avoir une plus grande part de responsabilité en fait, pour ces entreprises et d'être sûr que l'intérêt de ces entreprises soit aligné avec les intérêts géostratégiques américains. Écoutez, je vous remercie. Je crois qu'il me reste plus de temps. Je ne sais pas s'il y a du temps pour des questions, mais non, un petit peu. Une ou deux questions, si vous en avez. Oui. Ouais. Le côté négatif de l'open source, c'est justement l'argument qui n'est pas complètement faux. Hein, c'est qu'on pourrait avoir, par exemple, un groupe terroriste qui a un modèle open source qui soit assez puissant pour pouvoir, par exemple, générer, je ne sais pas, une bombe biologique ou planifier des actions. Ou on peut aussi avoir, d'une manière un peu moins spectaculaire, des groupes criminels qui sont extrêmement organisés, qui vont organiser voilà, un peu des cyberattaques sur des mouvements, sur des infrastructures, etc. Et ça, le fait d'avoir des modèles open source de plus en plus puissants, il y a aussi cette question de responsabilité. Donc j'ai parlé de la responsabilité des GAFAM, mais il va falloir à un moment introduire la notion de responsabilité dans l'open source, qui est un petit peu antinomique, puisque l'idée de l'open source, c'est quand même de donner le pouvoir à la collectivité. Oui. Ouais. 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 Le rôle de l'Europe, il est assez intéressant. Finalement, l'Europe, elle joue un petit peu son rôle traditionnel, c'est-à-dire son rôle de la puissance par la loi. Hein. On parle de l'effet de Brussels Effect, l'effet de Bruxelles. Comme quoi, donc voilà, par exemple, Bruxelles a réussi à imposer le RGPD. Bruxelles est unanimement reconnue comme étant l'organisation internationale qui a la meilleure expertise sur l'IA, qui a commencé à réfléchir sur le AI Act depuis plusieurs années. Le problème, c'est que la technologie va beaucoup plus vite que la législation. Et donc, pour l'instant, en fait, il y a un double effet. À la fois, il y a un effet intéressant, c'est que l'Union européenne est bien placée pour avoir créé les premiers cadres juridiques qui soient un peu efficients sur l'IA. Et en même temps, elle est moins bien placée parce qu'elle ne réussit pas à suivre les évolutions technologiques. Et en fait, là, on est en train de parler sur des IA à 2 ou 3 ans qui pourraient avoir des capacités de plus en plus importantes. Donc l'une des idées, c'est, on parle souvent de la gouvernance de la donnée lorsqu'on parle de data, donc d'avoir en fait des organismes qui puissent contrôler les données d'une manière la plus proche des consommateurs, des producteurs de data. Mais je pense qu'en matière d'IA, c'est un mouvement aussi également à suivre, c'est d'avoir toute cette politique de responsabilité de la donnée qui soit vraiment à l'intérieur de la puissance publique. Et là, il y a un vrai enjeu de formation, d'acculturation de la puissance publique, mais aussi également au niveau international. On pourrait imaginer qu'avoir des nouvelles institutions internationales dans lesquelles les États, les GAFAM et les citoyens, on espère, puissent s'asseoir ensemble et essayer de déterminer l'avenir de ce qui un peu s'annonce comme un nouveau type de guerre froide dans lequel l'IA va être vraiment un acteur à part entière au même niveau que les États.